sommes le vendredi 31 octobre 2014. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de 13h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. À la une de ce 13h, la situation est confuse à Ouagadougou. Il est difficile de dire exactement de quoi seront faits les prochains jours au Burkina Faso. Les choses sont allées très vite. L'Assemblée nationale prise d'assaut a été saccagée, tout comme la mairie de la capitale. La télévision et la radio nationale ont cessé d'émettre, tout comme les radios internationales telles que RFI. Un reportage de Samperonba amplifié par la voix de Roland Djakou. Le jour du vote par les députés du projet de loi modifiant l'article 37 de la loi fondamentale burkinabé restera certainement dans les mémoires comme le jour le plus long de la présidence de Blaise Compaoré. La capitale Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, ont rapidement plongé dans le chaos jeudi. Les avertissements des manifestants et les directives de l'opposition ont donné lieu à des actes d'une rare violence dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le film des événements. 10h00, l'Assemblée nationale prise d'assaut par des manifestants est saccagée puis incendiée. Les députés arrivent à s'échapper alors qu'ils s'apprêtaient à voter le projet de loi à l'origine de la colère du peuple. 10h30, les manifestants pénètrent dans les locaux de la télévision et radio nationale qui cessent alors d'émettre. 10h45, le vote du projet de loi est annulé. 11h00, l'hôtel de l'Indépendance, aussi appelé Azalaï, dans lequel les députés avaient été logés la veille pour aller voter tranquillement, est saccagé. 11h15, des témoins évoquent la mort des manifestants. La victime aurait été tuée par balle dans le quartier de 1200 logements. Plus tard, ce décès est confirmé. 12h00, les manifestants affrontent les forces de l'ordre devant le palais présidentiel. 12h20, l'opposition appelle le président Compaoré à déposer les armes. 12h25, des tirs sont entendus à Ouaga 2000. 12h45, Frédéric Garat, le frère du président Compaoré, un des barons du régime et candidat à la succession, est arrêté à l'aéroport alors qu'il tente de fuir le pays. 13h15, Paris réagit et appelle au calme alors que les États-Unis font part de leur inquiétude. 13h48, l'aéroport de Ouagadougou est fermé, tous les vols entrants et sortants sont suspendus. 13h55, l'opposition demande la médiation du plus grand chef coutumier du pays, l'empereur des Moussi, pour demander à Blaise Compaoré de quitter le pouvoir. Mais avant cette journée dramatique, il a eu lieu lundi une longue marche des femmes réunies au sein des partis de l'opposition. Mardi, c'était le jour de la désobéissance civile. 1 million de personnes se sont retrouvées sur la place de la Nation à Ouagadougou pour demander l'annulation du projet de loi. Mercredi, c'était la grève générale. Les opposants ont indiqué que le pouvoir ne doit pas être pris de force, mais de façon démocratique. Pour sa part, Blaise Compaoré est resté silencieux, au moins jusqu'en début d'après-midi. Après avoir fait face à la contestation et à l'indignation qui avait suivi l'assassinat de son frère d'armes Thomas Sankara, Blaise Compaoré a chancelé une nouvelle fois en 1998 avec l'affaire Norbert Zongo, du nom de ce journaliste tué alors qu'il venait de faire des révélations scandaleuses sur le frère du président. C'est la troisième fois en 27 ans que Blaise Compaoré est face à la colère de son peuple. Mais après autant d'années au pouvoir, difficile de croire que l'ancien révolutionnaire puisse partir aussi facilement. Depuis le début de cette semaine, 8 pays de la Corne de l'Afrique reçoivent les dirigeants des organisations internationales. Ces derniers veulent fournir une aide financière considérable dans le processus de développement de ces pays. 8 milliards de dollars, c'est le montant alloué à ces pays de la Corne de l'Afrique. Marina Mandeman au commentaire. 8 milliards de dollars. C'est le montant alloué à 8 pays de la Corne de l'Afrique, à savoir le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda. Cette aide financière doit contribuer à relancer l'économie fragilisée dans certains de ces pays qui ont connu des tensions, mais aussi à promouvoir la stabilité et le développement dans l'est du continent. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies et tête de file de cette délégation, a tenu à démontrer la solidarité face à ces pays. Il ne peut y avoir de paix durable et de sécurité sans développement. Et il ne peut y avoir de développement sans paix et sans sécurité. Par conséquent, la paix et le développement doivent aller ensemble. La tournée qui a débuté le 27 octobre dernier à Addis Abeba a vu de nombreuses organisations internationales et régionales s'engager à financer les activités transfrontalières dans la Corne de l'Afrique.
Il y a eu également des promesses d'engagement dans la lutte contre le chômage et la détérioration des systèmes sanitaires. Cette semaine nous a montré que le destin collectif de la Corne de l'Afrique est la prospérité et la liberté. Et cela nous rappelle à tous l'importance de la paix mondiale et de la sécurité. En 18 mois, c'est la 3e visite du secrétaire général des Nations Unies et du directeur de la Banque mondiale Jim Yong Kim en Afrique. Ces derniers estiment que les pays de la Corne de l'Afrique enregistrent sous leur sol des richesses qui pourraient propulser l'économie dans chacun de ces pays, renverser la coupe du chômage et ramener la stabilité dans ces pays. Retournons en Afrique de l'Ouest, un militaire français a été tué ce mercredi à l'aube au cours d'une attaque perpétrée par la force Barkhane contre des groupes armés terroristes dans le nord du Mali. François Hollande, le chef de l'État français, a réagi à ce décès qui s'ajoute à ceux de 21 casques bleus depuis le 30 juin dernier, dans la zone sahélienne. Les détails avec Uriel Abaga. Un militaire français, le sergent-chef Thomas Dupuis, a perdu la vie ce mercredi lors d'un accrochage entre les forces françaises et des groupes terroristes dans le nord du Mali. L'assaut contre les djihadistes a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. L'information révélée par le magazine hebdomadaire L'Express a aussitôt été confirmée par l'Élysée. Le président François Hollande s'est exprimé par rapport au décès du soldat, affirmant avoir un profond respect pour le sacrifice de ce sous-officier dans le cadre d'une mission risquée qui, à son avis, a atteint ses objectifs. Cette intervention a également fait 2 blessés dans les rangs de la mission française Barkhane, qui a débuté 3 mois avant, en remplacement de la mission Serval qui a pris fin en juillet dernier. Dans la continuité de son intervention, le président français a salué les troupes françaises installées dans cette région désertique qui, selon ses propos, contribuent avec courage et efficacité à consolider la souveraineté du Mali et à lutter contre le terrorisme. Le décès de ce soldat complète 2 listes de combattants tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali. D'abord celle des 21 casques bleus, principalement africains, morts depuis le 30 juin dernier, et ensuite celle des 10 pertes françaises depuis janvier 2013. Le sergent-chef Thomas Dupuis, 32 ans, appartenait au commando parachutiste de l'air numéro 10. Il était un expert en appui aérien, transmissions opérationnelles et sauts à ouverture à très grande hauteur. Le sous-officier sous le drapeau depuis 9 ans a servi en Afghanistan en 2011 avant de rejoindre la force Barkhane en août dernier. La rencontre entre le gouvernement malien et les groupes terroristes le mois prochain pourrait donner lieu à la signature d'un accord de paix, mais les hostilités sont loin d'être terminées. Nous quittons le continent africain pour les États-Unis. La crème de Washington et des anciens journalistes se sont retrouvés mercredi à la National Cathedral dans la capitale américaine pour rendre un dernier hommage à Ben Bradley aux commandes du Washington Post lors du scandale du Watergate, une affaire d'espionnage qui aboutit en 1974 à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis. Abdulaziz Maïga s'en fait l'écho. Un dernier hommage a été rendu au célèbre journaliste Ben Bradley, décédé le 23 octobre dernier à l'âge de 93 ans. Considéré comme le meilleur rédacteur en chef américain de son époque, il est surtout connu pour avoir confié à 2 jeunes journalistes, Bob Woodman et Carl Bernstein, la tâche d'enquêter sur le cambriolage du Watergate. Parmi les quelques 2000 personnes ayant assisté au service religieux, aux côtés des membres de la famille de Ben Bradley, se trouvaient ces 2 hommes qui saluent la mémoire de leur mentor. On savait beaucoup de choses sur la manière dont les autres opéraient, les sales coups, le sabotage, l'espionnage, mais Ben ne perdait pas de temps. Il gardait son calme et disait « c'est une super histoire », que ça sorte dans le journal rapidement. J'aimais cet homme. Pour les milliers d'entre nous qui travaillaient avec Ben, ce n'était pas seulement de l'admiration, de la révérence, de la vénération ou même de l'effroi que nous ressentions. C'était de l'amour. Et la vraie question, c'était pourquoi ? Parce qu'il parlait avec nous et nous traitait personnellement. Il touchait chacun d'entre nous. Leur enquête avait finalement conduit à l'un des plus gros scandales de l'histoire politique américaine et à la démission du président de l'époque, Richard Nixon, en 1974, ainsi qu'à des poursuites judiciaires contre des dizaines de responsables de l'administration. La découverte du scandale du Watergate a changé la face du journalisme politique d'investigation. Bradley était né en 1921 dans une famille de Boston. Après être sorti diplômé d'Harvard, il avait servi comme agent de communication
pour l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale. La culture sur un fond sportif. 30 octobre 1974, 30 octobre 2014, cela fait exactement 40 ans qu'a eu lieu le légendaire combat opposant Mohamed Ali à Georges Foreman au stade de Tata Raphaël de Kinshasa en RDC. Aujourd'hui encore, cette page de l'histoire fascine Roland Djakou. C'est ici, au stade Tata Raphaël de Kinshasa en RDC, que s'était déroulé il y a 40 ans le légendaire combat de boxe le plus grand de l'histoire. Le combat du siècle, comme on l'avait qualifié, opposait Mohamed Ali à Georges Foreman, deux géants de la boxe en catégorie poids lourd. Un moment qui est resté dans beaucoup de souvenirs. Foreman, sa façon de boxer, donc il boxe comme je peux qualifier un peu seulement qu'anti-sportif. Pour écrouler quelqu'un, hein? C'est comme l'autre là, Mike Tyson, hein? Pour terminer quelqu'un avant la limite, tout ça. Mais pour Mohamed Ali, il va partir du premier round jusqu'au deuxième round pour voir le spectacle parce que vous avez payé votre billet. Un combat ancré dans l'histoire de la boxe, mais aussi et surtout un panthéon de la culture populaire. Il inspirera un livre de Norman Mailer, Le combat du siècle, sorti en 1975, et un documentaire oscarisé, When We Were Kings, sorti en 1996. Aujourd'hui, Ali n'est plus que l'ombre du boxeur unique et du fantastique battleur qui flottait comme le papillon et piquait comme l'abeille, selon sa fameuse apostrophe lancée à Kinshasa. Au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, ce combat avait contribué à une grande visibilité du pays à travers le monde. Et ce combat était un événement pour se faire valoir et c'était un grand coup médiatique. C'était du marketing politique en quelque sorte. Il fallait que le pays soit reconnu à travers le monde comme Zaïre. Les lieux où les deux boxeurs sont passés et ont livré leur combat sont aujourd'hui délabrés. Mais le souvenir reste intact dans les têtes de beaucoup de Congolais. Une époque lointaine, mais qui ne s'effacera certainement jamais. Enfin, sport, football. La Ligue nationale de football du Gabon a tenu un point de presse jeudi à son siège à Libreville. Au menu, les rapports difficiles qui l'opposent à la Fédération gabonaise de football. La LINAF a indiqué dire sa part de vérité sur le fonctionnement du football actuellement. Willy Toningoy de Bambera était sur place. La Ligue nationale de football du Gabon, par le canal de son premier vice-président, a donné un point de presse ce jeudi 30 octobre 2014 au stade Nangondje de Libreville. Un point de presse qui consistait selon lui à faire la lumière sur la nature des affirmations de la Fédération gabonaise de football contenues dans la décision numéro 006-FGF-CE-SG relative au National Foot 1 et 2. Des affirmations qui indiquaient la montée en National Foot 1 des clubs du FC 105, du Stade Migovéen et de Nguenasoukou. Part de vérité de la LINAF sur la décision de la FEGAFOOT. Sur cette affirmation, la LINAF assure qu'aucun document officiel publié par elle ne fait état de la montée de Nguenasoukou en première division. Dans son rapport technique transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports et adressé à la FEGAFOOT en date du 13 août 2014, la LINAF précise que AC Bongoville est relégué conformément à l'article 140 alinéa 2 du règlement du National Foot 1. Sogea FC et Océan Club de la Nyanga sont relégués conformément à l'article 32 du règlement du National Foot 1. Dans le même rapport, il est mentionné que le FC 105 et le Stade Migovéen accèdent en première division conformément à l'article 25 du règlement du National Foot 2. La Ligue nationale de football n'a donc, au regard de ce qui précède, jamais tranché sur la question du 14e club qui remplacerait numériquement AC Bongoville. Question: sur quel document officiel la FEGAFOOT s'appuie-t-elle pour affirmer que la LINAF a fait monter 3 clubs en première division?
Autant de questions posées à l'endroit de la Fédération gabonaise de football. Rappelons que la Fédération gabonaise de football est l'instance qui gère le football au Gabon et que la LINAF est celle qui l'organise. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis à 20h le journal de Michel Épée. Au revoir.